qui est... un ami de la boutique, on peut dire ça quand même, tu connais la boutique depuis... Il achète souvent des DVD ici. Donc il achète souvent des DVD ici. D'ailleurs, il a mis sur la table d'entrée 30 DVD qu'il a sélectionnés, voilà, qui correspondent à ses goûts. Est-ce qu'on a rajouté Salo et 2001? Alors, on n'a pas rajouté Salo et 2001, mais on va c'est les deux principaux. Mais hier, il y avait quelqu'un d'autre qui a mis son top 10, il y avait les deux. Et du coup, hier, j'ai pas pu les mettre dans la sélection. D'accord. Donc, bon, je te présente pas, ou si, peut-être, alors 4 films, Seul contre tous, Irréversible, Enter the Void et Love. À chaque fois, moi je t'ai découvert avec Seul contre tous, je me souviens encore de la séance, je me souviens encore de la tarte que je me suis prise, et là, Love, pareil, voilà, il y a tout ce chemin qui est fait, et encore une tarte qu'on se prend avec des films. Une tarte. C'est pas une tarte. J'ai l'impression que tu racontes, c'est toujours les mêmes histoires que tu racontes toujours des histoires d'amour en fait. Ouais, mais je pense que celui-là, c'est le plus sentimental de tous. Les autres, et c'est aussi le plus terre à terre de tous les films. Les autres, ça parlait de choses qui existent dans la vie, mais que j'avais pas peut-être expérimenté moi-même, ou mes amis, etc. Peut-être l'autre film qui, ouais, je dirais Seul contre tous, m'était proche, dans un sens où j'étais surendetté au moment où j'ai fait le film, et que je travaillais un peu la tête comme le boucher dans le film, sauf que j'étais pas boucher chevalin, j'étais fils d'un télo argentin à Paris, mais tout le système de pensée qui peut mener à une espèce de haine de l'autre, je le connaissais bien. Et Irréversible, c'est plus un braquage de banque qui s'est produit. Raconte-nous l'histoire d'Irréversible quand même. Comment... Qui s'est fait. En réalité, à l'époque, je voulais tourner Enter the Void parce que, ayant pris des substances hallucinogènes, je me suis toujours dit qu'il y a peu de films qui représentent l'état d'esprit dans lequel on est, ou l'état de perception dans lequel on est quand on est défoncé aux champignons, ou à l'EG, ou des choses comme ça. Je me suis dit, tiens, ce serait bien d'avoir un film comme ça. Sauf que ça demandait beaucoup d'effets visuels, très cher à l'époque et peut-être un peu moins cher par la suite. Mais, ça t'a pris 5 ans quand même, je crois. Oui, mais en réalité, après, contre tous, je voulais vraiment faire Enter the Void, mais j'étais pas crédible commercialement. Et le film n'était pas finançable commercialement non plus. Je me suis dit, il faut que je trouve un projet facile à tourner à Paris, que je pourrais produire ou que je produirais avec d'autres gens et qui soit porté de main. Je me dis que c'est une très bonne idée de faire un mélo érotique qui ressemble un peu aux histoires d'amour que tous les hommes de 20 ans vivent dans leur vie, où tout d'un coup tu promets la lune et après la lune elle n'arrive pas. Et le projet s'appelait Danger alors à l'époque. Le projet s'appelait Danger et je voulais le tourner en me disant voilà, il y a peu de films qui représentent les rapports amoureux comme ils sont dans la vie, et je me suis dit ça pouvait faire un carton commercial, ce qui pourrait me permettre de faire un Enter the Void, et en plus c'est un film que je voulais vraiment voir. Le truc c'est que j'ai pas trouvé, c'est pas que j'ai même pas trouvé l'argent, c'est que je me suis dit voilà, je vais le faire en 16 mm en français, et avec le succès potentiel de ce film, si j'arrive à le faire, peut-être que je préfère Enter the Void. Je croise Vincent Cassel dans une boîte de nuit, je dis tiens, j'aimerais bien tourner ce film à tout petit budget, autoproduit, avec un garçon et une fille, et de préférence je cherchais un couple préexistant pour faire le film. Du moment où j'allais commencer le casting, je croise Vincent Cassel qui me dit qu'est-ce que tu fais cet été. Vincent et Monica sortaient de succès comme Astérix et comme je sais pas, Le Parc des Loups et plein de films. C'était le couple magique du cinéma français. Et il m'a dit oui, peut-être ça peut nous intéresser. J'ai dit tiens, c'est bizarre parce que Ils ont lu le scénario? Non, ils n'avaient pas lu. Ah oui. Et potentiellement ils étaient intéressés de faire un film avec moi parce que c'est bien Messieurs contre tous. Et du coup, j'ai fait des trucs à l'envers. Avant de leur montrer le scénario, j'ai été chercher des producteurs. J'ai dit tiens, peut-être qu'on peut faire un mélo érotique avec Vincent et Monica. Bien sûr, les gens aussi au Canal, Richard Grandpierre et Rossignon qui avait produit la haine se sont associés pour faire la coproduction. Ceux de Canal, ils disent voilà, un film érotique avec Vincent et Monica, on y va, sauf qu'ils n'avaient toujours pas lu le scénario. Et le scénario, il faisait 5 pages, il s'appelait Danger, et un jour, ils disent tiens, c'est bon, on a le financement,
On peut le tourner cet été. On peut commencer avec un scénario. Mais je vais quand même vous faire lire de quoi il s'agit. Et le truc, il faisait 5 pages. Je le remets dans la boîte à lettres un soir. Le lendemain matin, il ne me rappelle pas. Je me dis, ça sent le crâne. Et pendant la nuit, je réfléchis. Et puis finalement, on me rappelait dans l'après-midi. Il me dit, oui, tu sais quoi, on a beaucoup réfléchi, mais on n'a pas dormi. C'est un projet qui est peut-être... Enfin, ils n'ont pas dit compromettant, mais ils disent, voilà, c'est un film qu'il faut faire. Mais tout ce qui nous reste dans notre vie, vu que célèbre comme on est, avec tous les stalkers qu'ils avaient, les mecs qui lui cassaient les couilles à elle, ou les filles qui lui cassaient les couilles à lui, etc., on n'a pas envie de partager notre intimité. Et du coup, entre-temps, j'avais réfléchi, je me dis, sinon on va faire notre film, on va faire un film de Vire et Vengeance comme Death Wish, raconté à l'envers. Je me dis, c'est pas, il n'était pas écrit. Et on a gardé donc le rendez-vous pour déjeuner avec les producteurs le lendemain midi. Ils ont dit, vous êtes sûr que oui? Et du coup, on a vendu un projet alors qu'il n'y avait pas une ligne d'écrit. Et tout le monde pensait que c'était une blague. Et la vérité, c'est que finalement, Studio Canal, Richard Grand-Père et Rossignol, ils ont dit, oui, on peut faire comme un autre film si c'est pas du bluff. Et on a commencé à préparer un film alors qu'il n'y avait pas une ligne d'écrit. Et j'ai eu 5 semaines pour écrire 3 pages de scénario et pour trouver le titre, et on était en train de tourner, et même à ce moment-là, il y a Dupontel qui est devenu aussi un autre personnage de cette histoire, qui ne croyait pas, il est venu le premier jour de tournage, il m'a dit oui, ok, je suis d'accord pour tourner, mais le premier jour de tournage, il était passé, et on tournait la séquence de l'appartement avec Vincent et Monica, il ne croyait pas qu'on tournait, c'est pas possible, il n'y a pas de scénario, tu as trouvé le titre il y a 2 jours. Il y a 6 plans de séquence. Et du coup, il dit, mais en plus, il n'y avait aucun dialogue écrit, il y avait juste 12 scènes écrites. Et ce film-là, heureusement, il a été tourné comme ça dans l'urgence. Heureusement, il a été réussi. Maintenant, je ne pensais pas que le film serait réussi. Je me suis dit, il y aura des séquences qui vont marcher, d'autres pas. Mais j'ai besoin de le faire, j'ai besoin de payer mon loyer et compagnie. Il y a des gens qui payent leur loyer, d'autres pas, mais moi je paye mon loyer. Du coup, le film s'est fait, il a eu tout le succès. C'était un gros carton commercial, quand même. Gros carton, c'était un demi-carton commercial, mais par rapport à la nature du film, moi je pensais que le film n'allait jamais marcher. Et il y a des pays comme en Turquie, en Grèce ou au Mexique, où c'était le plus gros succès français de l'année. Malgré l'interdiction. Oh, les interdictions, j'ai eu que du 16 ans partout, 16 ans, 18 ans. C'est sorti dans toutes les salles commerciales des 4 coins du monde. Et grâce à ce film, après, j'ai pu faire un tour de voile. Entre-temps, le projet qui s'appelait Danger, il est resté au placard. J'ai fait une tour de voile qui était dur à financer parce qu'encore une fois, le film, il n'y avait pas de référence commerciale préalable. Du coup, pour que les gens mettent 10 millions d'euros ou plus dans un film pareil, alors qu'il n'y a pas de référence de film qui a coûté 10 millions et qui a rapporté 15 ou 20, heureusement que les gens de Wild Bunch m'ont suivi jusqu'au bout. Essentiellement, à l'intérieur de Wild Bunch, c'était Vincent Maraval et Brahim Chiwa qui avaient vendu Irréversible et qui avaient gagné via Wild Bunch de l'argent. Ce qui s'est passé après, c'est que du coup, eux ils ont dit oui, on va le faire. Ça a pris du temps parce que, en plus, tourner un film au Japon, et je voulais tourner au Japon, c'était très risqué à cause des manières de travailler des Japonais et du cours du yen, etc. Et aussi que c'est un pays où tu dis voilà, il y a une trouille, c'est incontrôlable. Et si quelqu'un avait été arrêté sur le tournage avec un joint, il aurait fini en prison et le film aurait été arrêté et la science n'en aurait pas couvert. Et voilà, il y avait plein de facteurs qui rendaient le tournage très risqué. Heureusement que après Pierre Buffin est devenu coproducteur du film, il a fait tous les effets visuels et il n'a pas gagné d'argent. De même que Wild Bunch n'a pas gagné d'argent, mais le film s'est fait. Ça a été un processus très lent et pas douloureux, mais parce qu'il était joyeux, mais c'était un processus très lent. Et le film il est sorti, encore une fois il était présenté à Cannes. Et aujourd'hui le film est plus connu aux États-Unis, en Angleterre. Peut-être aussi parce qu'il est en anglais, c'est que c'est des pays qui sont beaucoup plus portés défense et moins portés cul que une société latine. C'est un film qui t'installe aussi commercialement et... C'est Irréversible qui m'a installé commercialement. Après, quand on fait des films, dans mon cas, tu ne comptes jamais aux classiques du cinéma que t'aimes, s'ils ont marché ou pas marché, c'est le dernier des soucis d'un réalisateur. Mais c'est pas le dernier des soucis des mecs qui mettent de l'argent sur tes films.
Et quand c'est pas des films préfinancés par Canal+, par des aides d'État, effectivement, il y a des gens pour qui faire ton film, c'est une joie et une douleur simultanément. Une fois que je suis sorti d'Enter the Void, voilà, peut-être que mon nom était encore un petit peu plus collé, mais je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ce film que je n'ai pas fait à l'époque. Et du coup, le processus est un peu long, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de référence de film sentimental qui montre un peu les rapports sexuels de manière plus frontale ou les rapports affectifs de manière plus frontale. Et effectivement, à l'époque, on disait oui, il faut parler de l'Empire d'essence ou de films comme ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. L'Empire d'essence, en plus, c'est un film qui finit très mal. Il baisse pendant tout le film et après il découpe la bite. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai pas aimé le film. C'est pourquoi on ne peut pas faire un film qui représente les rapports sexuels d'une manière normale sans quand la fille finisse par lui couper la bite pour que ce soit considéré comme un film d'auteur. Du coup, je me suis dit, voilà, on y va. Et je pensais encore une fois trouver un couple préexistant. Je n'ai pas trouvé de couple préexistant qui fonctionne, d'autant plus que je voulais que le comédien il soit de langue anglaise, parce que je voulais que le film soit en anglais, parce que je me suis dit, aujourd'hui, la langue du monde occidental, c'est l'anglais, c'est l'espéranto, et ça aurait pu faciliter le film si je l'avais fait en langue française, mais en dehors de la France, le film se serait retrouvé au rayon film étranger. Tu as des films d'horreur, films érotiques, films d'action, films ceci. Et dans la plupart des pays du monde, tous les films étrangers, que ce soit le Moldova, un film ukrainien, etc., ils sont tous mis dans le même rayon, c'est les films sous-titrés. Donc le choix de l'anglais, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment Non, c'est la parce que le film est tourné à Paris aussi. Donc il est tourné à Paris parce que c'est ma ville et qu'à un moment je me dis à Paris je pourrais le produire, mais aussi le français c'est pas ma langue maternelle. J'ai grandi, je suis né en Argentine, j'ai grandi à New York où je parlais anglais à l'école et je parlais espagnol. Et après mes parents sont repartis en Argentine, j'ai parlé espagnol pendant 7 ans et après ils sont venus en France. Du coup j'ai appris le français à 13 ans, mais je ne tiens pas à défendre le drapeau français alors que je n'ai même pas de nationalité. Et du coup je me suis dit voilà, pour le film qu'est-ce qui vient, d'autant plus qu'à un moment je me suis déjà posé la question est-ce que je vais faire le film en 3D, et les films en 3D quand ils sont sous-titrés ça casse l'ambiance, et en faisant un film 3D en anglais tu te dis voilà, peut-être qu'il y a un grand nombre de gens qui pourront le voir sans les sous-titres, et même pas perdre l'esthétique. Oui, c'est surtout que ce que tu gagnes avec la 3D, c'est un sentiment d'intimité. Ce que tu perds avec les sous-titres, parce que tu as des espèces de logo qui flottent dans l'espace et qui cassent le sentiment d'intimité. D'ailleurs, si vous avez la chance de voir le film un jour en 3D sans sous-titres, l'expérience est encore plus satisfaisante qu'avec les sous-titres. Le choix des comédiens, c'est assez déterminant, parce que ce qui est frappant dans tes films, c'est comment tu filmes quand même le sexe, comment tu filmes des scènes d'amour, et comment c'est réussi à chaque fois. Et on se pose la question, mais comment il fait, parce que les autres ne savent pas le faire quand même, ou le font quand même nettement moins bien. Surtout, il faut le faire dans un contexte semi-intime, avec des gens qui sont intelligents, qui savent qu'ils font un film. De toute façon, je pense qu'il n'y a rien dans le film qui choque qui que ce soit dans cette salle, ou même à part des vieux critiques aigris, etc., qui souvent sont en compétition avec le jeune comédien. Le film, il n'y a rien de choquant, c'est pas un film provocateur. Les blessures narcissiques ou affectives de gens qui ont vraiment créé une histoire d'amour et qui se retrouvent comme ça, se tortiller dans un lit par manque de la personne aimée, c'est le lot de presque tout le monde. Donc, comment tu choisis tes comédiens? Comment tu les as choisis? Comment tu les as croisés? C'est pas que tu les choisis, des fois tu penses à des gens. Au départ, encore une fois, je pensais que l'idéal c'était de trouver un vrai couple un peu exil, ou un ancien couple, mais non, tu rencontres des gens et tu fais des tests, et à un moment tu dis ouais, cette personne-là passe super bien à l'écran, cette personne-là est touchante. Mais dans la plupart de mes films précédents, j'avais pris plus de non-comédiens que de comédiens. On est à une époque où on n'est pas au théâtre, on est à une époque où les comédiens, ils n'ont pas besoin de se maquiller pour exister devant la caméra. Et en plus, on est à une époque où on peut tourner des films en utilisant beaucoup de pellicules sans écrire des dialogues au préalable. Donc, pour le coup, pour ce film, j'ai fait la même chose que j'avais fait pour Irréversible. On a improvisé tous les dialogues sur le plateau. Et voilà. Oui, il y a plein de gens qui sont bons pour répéter de mémoire
textes, mais il y a beaucoup de gens qui sont encore plus charismatiques devant une caméra que dans la vie. Et on ne sait jamais à l'avance, avant de les avoir filmés, de les avoir rencontrés. Et après, c'est des rencontres qu'on fait. Et le casting, moi je passe jamais par des directeurs de casting. Tu rencontres des gens dans des bars, tu rencontres des gens dans des restos, tu rencontres des gens dans les écoles de cinéma, etc. Et quand tu sens qu'il y a quelqu'un qui pourrait être bien pour un rôle ou pour un autre, ou pour un petit rôle, tu prends une photo, tu prends le numéro et tu fais comme ça. Et après, et ça a été le cas des deux comédiens. C'était le cas ici. Et le comédien il m'a été recommandé par une fille que j'avais rencontrée à Paris. Il m'a dit ouais, tu cherches un anglo-saxon à Paris, je n'en connais pas, mais il en connaissait quelques-uns. Il m'a dit mais par contre j'ai rencontré un comédien de New York qui habite à Los Angeles qui adore tes films. Et du coup j'ai skypé avec lui, on a sympathisé par Skype, puis j'ai demandé à quelqu'un qui était là-bas de le filmer. Et puis finalement quand je me suis dit tiens le mec il est vraiment cool, on lui a payé un billet d'avion et puis il est venu. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Après, que ce soit pour des séquences de nudité, que ce soit pour des séquences de bagarre, que ce soit pour des séquences de comédie ou de dialogue ou n'importe quoi, il y a juste des gens qui comprennent au quart de tour ce que c'est que le jeu, que de faire un film. On ne fait pas un documentaire, mais de l'autre côté, il ne faut pas faire plus bizarre que dans la vie. Il faut juste se comporter comme dans la vie. Et si tu dis aux gens, vas-y, tu racontes des blagues, effectivement, il y a plein de séquences qu'on a coupées dans le film, où je disais à Carl, vas-y, apprends toutes les blagues racistes que tu connais. Et je sais pas, on en a eu une centaine qui étaient vraiment super trash. Et du coup, il lui a tout donné. Et après, il a raconté toutes ces blagues à Electra. On les a toutes filmées, elles étaient drôles, mais dans le film après, elles ne marchaient pas. Mais effectivement, quand tu le voyais raconter toutes ces blagues racistes à Electra, il y a des moments où c'était drôle parce que tu voyais qu'elle s'y attendait pas du tout. Et voilà, quand tu dois faire un peu avec quelqu'un, des fois tu dis, la personne attend de sortir le couteau à la dernière seconde, et quand la caméra tourne, tu sors une phrase qui peut faire pleurer. Mais chacun sait comment il se comporte dans la vie. Quand tu es derrière une caméra, c'est les mêmes types de rapports que tu as dans la vie. Tu sais qu'est-ce qui fait que les gens rigolent, tu sais qu'est-ce qui fait que les gens pleurent, tu sais ce qui fait que... Et eux aussi ils savent. Et du coup, comment en plus on tournait avec une caméra 3D qui était très lourde et que je voulais pas que l'assistant caméra ou les assistants caméra viennent sur le plateau tout le temps, on n'arrêtait pas la caméra. Des fois on a tourné des prises de 50 minutes, on a fait genre 30 versions différentes à la queue leu, avec des impros d'eux ou avec moi qui leur disais... des fois il y avait moi qui leur chuchotais ou qui leur disais des trucs depuis derrière la caméra, en français quand c'était pour Electra, et en anglais quand c'était pour lui. Du coup, effectivement, des fois, ils faisaient semblant de ne pas m'entendre et ils répétaient le truc, mais sinon, des fois, ils apportaient tout leur truc. Et après, tu te retrouves un peu à monter le film comme un documentaire, où tu as tellement de possibilités que ce qui est génial, c'est que les choses sortent de manière assez fraîche de la bouche, mais le film, il a beaucoup changé. Il n'était pas censé être comique pendant que je l'ai tourné. Peut-être parce que Karin, il est un peu drôle, et effectivement il rajoutait plein de trucs, et surtout aux États-Unis quand le film passait, les gens se bidonnaient de rire pendant tout le film. J'avais l'impression de faire des parties avec Peter Sellers. S'il y a des questions, déjà. Avec le même chef-op, je crois. J'ai eu la chance qu'ils soient encore disponibles. Souvent tu travailles avec des gens. Benoît Deby, avec qui j'ai fait Irréversible et avec qui j'ai fait Enter the Void. Il y a un gros travail sur la lumière quand même. Tu dis que c'est comme dans la vie, mais quand même, quand tu filmes les plans, je veux dire, c'est quand même très très léché. On a encadré les séquences ensemble, d'autant plus que le film il est très fixe. Sur la première semaine, on avait 2 caméras, sur la suite, on a eu une seule caméra, mais on a filmé on a fait le film en choisissant les cadres ensemble. Après la lumière, on essaie de faire au plus simple, et souvent c'est les lumières les plus simples qui sont les mieux. Et le truc qui est génial avec Benoît, c'est qu'il a un sens de la direction de lumière, un sens des couleurs qui est incroyable. Et du coup, mon travail avec lui, c'était aussi de voir est-ce que c'est mieux que le mur soit rouge ou rose, est-ce que les vêtements... C'est lui qui cadre ou c'est toi qui cadre? Sur le dernier, on a fait ensemble, on discutait, etc. Mais c'était des plans fixes, donc je cadrais, il disait oui, ça... mais sur Enter the Void, c'est moi qui cadrais, sur Irréversible, c'était moi qui cadrais. Mais de facto, le film, c'est des plans statiques, et aussi les cadres étaient souvent recadrés en post-prod parce que
Vu qu'on tournait beaucoup, je me suis dit, si tu hésites entre un cadre plus large et un cadre plus serré, l'avantage de tourner avec des caméras numériques, c'est que tu as assez de pixels pour zoomer dedans. Et du coup, je me dis, voilà, il vaut toujours mieux cadrer un peu plus large, et après, on peut resserrer. Mais par contre, il y a un truc qui était presque impossible avec un tournage en 3D, c'est que le système de caméra était tellement lourd que on avait prévu des plans au Steadicam, et dès le premier jour on a fait du Steadicam, il tombait à genoux au bout d'une minute, les Steadicam, et c'est parce que la caméra était lourde, en plus c'était mal équilibré, et du coup j'ai enlevé beaucoup de plans qui étaient censés être en mouvement, et je les ai rendus fixes, d'autant plus que j'étais sûr depuis le départ que si je faisais le film en 3D, je voulais pas de caméra portée, parce que la caméra portée, c'est nauséeux en 3D. Et si vous voyez le film en DVD ou en DCA 2D, c'est exactement le même film, mais c'est comme voir le film. C'est comme si vous avez une musique qui est mixée en stéréo et vous l'écoutez en mono. Il y a des bonnes écoutes, des mauvaises écoutes, mais on peut l'écouter en mono dans un taxi et ça marche aussi bien. Le film ne change pas, c'est juste c'est encore plus émotionnel si vous le voyez en 3D sur un grand écran. On va préparer l'extrait. Non, on n'aura pas le temps. Ouais. Alors, une question. Ouais. Dans le film Enter the Void, le personnage principal il est toujours debout. Et la seule fois où on le voit de face, c'est dans son miroir. Et je voulais savoir quelle signification exactement vous y apportez. Est-ce que c'était important? Non, c'est que le début du film, c'est en vision subjective. Et si le film commence à la place des yeux d'un personnage, de ce moment où le personnage peut se voir, c'est soit en photo, soit s'il regarde une vidéo de lui-même, soit devant le miroir. Et du coup, il me paraît assez normal que quand il va devant le miroir, on est en vision subjective qu'on le voit. Après, à partir du moment où il se fait tirer dessus, il est dans ses souvenirs ou dans ses fantasmes. Et la réalité, c'est que quand on rêve, on n'est pas en vision subjective. Quand on pense à son passé, en tout cas dans mon cas, j'ai l'impression de voir une espèce d'ombre floue dans le cadre, à droite, à gauche ou au centre. Et je me suis dit, voilà, c'est comme ça que le cerveau recompose le passé, ou compose le futur, ou des mondes parallèles. On ne rêve pas vraiment en vision subjective. Je n'ai pas essayé, en vous réveillant, de vous souvenir graphiquement comment était le rêve. Et, en général, on est une ombre à l'intérieur du cadre, ou presque une ombre qui n'est pas noire, mais une ombre qui est comme abstraite. Une question? Bonjour, il y a une phrase qui est culte, c'est le temps détruit tout. C'est pas moi. Je ne sais même plus qui c'était. C'est une phrase latine, Tempus edax rerum. J'avais failli la mettre comme titre du Irréversible. D'accord, ouais, et c'est ça en fait, c'est quelle est votre intention dans Irréversible avec le temps détruit tout? Est-ce que c'est le montage? Est-ce que c'est quelque chose? Non, c'est la vie, hein. Tout ce qu'on vit, ça périclite derrière. Oui, tout ce qu'on... C'est le temps qui crée et qui détruit tout. Mais tu peux dire l'inverse, le temps construit tout aussi, ou le temps révèle tout. Et c'est des phrases complémentaires qui sont toutes les deux vraies. Juste, je me suis dit, c'est plus dramatique si tu veux faire une fin lapidaire de marquer le temps détruit tout. Tu vas pas marquer le temps révèle tout à la fin d'un film que c'est possible. Mais les deux sont vrais. Autre question. Bonjour. J'ai pu lire que vous vouliez faire un documentaire. Oui. Donc, question, pourquoi vouloir arrêter la fiction pour privilégier le Pour documentaire? arrêter la fiction, c'est juste qu'à un moment, quand tu fais des films de fiction, tu cherches des gens pour interpréter les personnages que tu as en tête. Tu peux écrire des dialogues qui ne viennent pas de leur bouche, mais tu les forces à dire des choses qui ne sont pas de leur nature. Tu te retrouves aussi à chercher des décors parce que tu as une idée des décors en tête. Non, c'est très bien, je ne veux pas arrêter la fiction. C'est juste que je me dis que tu peux faire des films encore plus forts si tu arrives à trouver un sujet vraiment fort et tu prends le temps de filmer les gens dans leur drame dont tu connais rarement la résolution. Mais si j'avais fait un petit court-métrage en Afrique comme ça où je me suis dit, tiens, je me suis retrouvé face à un drame. Mais si tu fais sur une longue durée une histoire vraie avec des gens vrais, et je pense même que le public est le plus affecté parce qu'ils savent que tout ce que tu vois à l'écran, c'est pas la simulation. Là, sur le film, il y a des choses qui sont simulées, qui ont l'air vraies. Mais voilà, les gens, ils ont envie d'y croire. Sur Irréversible, les actes de violence étaient totalement simulés. Les gens, ils ont envie d'y croire, mais à la fois,
tu sais que c'est simulé aussi parce que tu sais que c'est un film narratif avec des comédiens parfois connus ou pas. Mais quand tu fais un documentaire, les gens partent du principe rien n'est truqué. Et bien sûr que tu peux truquer des trucs sur un documentaire. Bien sûr que tu peux mettre de la musique, bien sûr que tu peux faire des effets visuels qui dramatisent telle ou telle séquence, ou des effets de montage. Mais je pense qu'effectivement, c'est dans la tête du spectateur qu'un documentaire est tout vrai et un film de fiction est tout faux. Et je me suis dit, est-ce que j'arriverais à faire un truc encore plus sentimental ou encore plus émotionnel avec un documentaire? Je pense que oui. Mais après, il faut trouver vraiment le bon sujet. Et aussi, c'est que l'écriture, tu peux pas la préprogrammer. Tu peux réécrire une histoire a posteriori, mais tu peux pas... voilà, c'est plus risqué pour le réalisateur, mais à la fois c'est plus palpitant parce que tu pars à 2-3 personnes dans un monde que tu connais pas et tu essaies de saisir la réalité et la rendre plus grande que ce qu'elle est. On va s'arrêter là. D'ailleurs, il y a un exemple de réalisateur dont le travail me fascine plus lorsqu'il est documentaire que lorsqu'il est fictionnel, c'est Herzog. Quand tu vois Into the Abyss, wow, le film, pour moi, il est plus puissant que tout ce qu'il a fait en cinéma narratif. On s'arrête là parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde pour la dédicace. Merci Gaspard pour la petite discussion assez courte, trop courte.